Les rôles, c'est un point clé de la data governance. J'ai vu des business stewards, des technical stewards, des technical data stewards. Enfin, on voit un peu tout et des fois, ça peut faire un peu peur. J'ai commencé à voir le rôle de data governance engineer. C'est finalement un data engineer qui s'est encore un peu plus spécialisé sur des toolings, par exemple data governance. Le data engineer passionné par la data quality, la data gouv et les enjeux de gouvernance. Ça va être la denrée rare de 2025. Aujourd'hui, je reçois Charlotte, qui est une experte data gouvernance et qui crée du contenu sur LinkedIn avec beaucoup de succès sur ce sujet. Donc, j'ai vu que tu as approché les 30 000 abonnés. Félicitations. Oui. Et un peu plus récemment, tu rédiges aussi une newsletter qui démarre fort. Donc, bien sûr, on mettra ça en description. Hello Charlotte, ça va ? Ça va super, ravie d'être de retour. Avant de commencer, je vous raconte une anecdote. J'ai publié un post LinkedIn sur les outils de la Modern Data Stack et je n'ai pas mentionné Microsoft. Je me suis fait incendier par la communauté. Pour me rattraper, j'ai publié un erratum en demandant de taguer les meilleurs experts pour enregistrer un épisode sur la mise en place d'une stack avec Fabric de Microsoft. L'expert Enzo Rido du cabinet de conseil Delaware a été tagué massivement. J'ai donc enregistré cette masterclass avec lui dans l'épisode 155. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Enzo et vous faire accompagner sur des projets Fabric, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Delaware de sponsoriser DataGen. Bah écoute, pareil, ravi de te recevoir à nouveau. En effet, Charlotte est déjà venue sur le podcast pour ceux qui l'ont raté dans l'épisode 144. Donc elle était venue nous faire une petite masterclass sur la mise en place d'une data gouvernance, son sujet de prédilection. Juste pour info, pour ceux qui ne savent pas, moi, Charlotte, je l'appelle la Data Governance Queen. Et donc, en fait, on a eu l'idée récemment de lancer une petite série avec Charlotte, justement sur le thème de la data gouvernance. Donc, l'idée, c'est d'en faire un rendez-vous régulier. Donc, vous nous direz à la fin si ça vous a plu. Et donc, c'est parti. La première chose qu'on voulait aborder dans ces épisodes, c'était une petite masterclass que Charlotte viendrait nous faire pendant une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, le thème qu'on a choisi ensemble, c'était les rôles, finalement, liés à la data gouvernance. Parce qu'il y a beaucoup de confusion en fait sur ces rôles en disant des data stewards, parfois c'est des PM data, etc. Et donc, toi, c'est aussi quelque chose que tu ressens sur les réseaux par rapport à ton contenu et ton audience. Donc, curieux peut-être déjà que tu nous replantes un peu le décor sur ce sujet, genre pourquoi tu le trouves important. Oui, les rôles, c'est un point clé de la data gouvernance parce que, comme je dis souvent, c'est plutôt une problématique organisationnelle finalement que technique. Donc, une fois que les gens ont compris ça, nécessairement, ils vont se poser tout de suite la question des rôles, ce qui est très bien. Et en fait, là, on va trouver pas mal de complexité parfois dans la littérature ou voilà, sur des articles de blog, etc. Sur le data steward, j'ai vu des choses, j'ai vu des business stewards, des technical stewards, des technical data stewards. Enfin, on voit un peu tout et des fois, ça peut faire un peu peur. Donc, je me suis dit que c'était un bon sujet, ouais. Excellent. Donc, curieux peut-être pour rentrer dans le sujet, que tu nous expliques dans les grandes lignes un peu la différence entre ces postes. Classiquement, c'est vraiment data owner et data steward qu'on rencontre le plus souvent. Et donc, c'est là qu'il y a le plus de questions quand on commence. Par quoi je commence? Est-ce que les deux sont importants, etc. Donc, pour faire très simple, en fait, le data owner, c'est souvent un rôle qui est associé à un niveau directeur C-level qui va vraiment sponsoriser les initiatives, prioriser, aider un petit peu à cette vision stratégique. Le data steward, c'est plutôt quelqu'un déjà dans des équipes qui a un rôle beaucoup plus opérationnel finalement dans la data governance. Oui, donc data owner, en fait, c'est plutôt quelqu'un du métier, c'est un sponsor, mais Oui. qui finalement a un rôle très important parce que ça va être l'utilisateur principal, enfin celui qui va être impacté par ces initiatives. Oui. Et donc, il doit être impliqué, quoi. Il n'est pas juste là pour valider qu'on met en place le projet, il va être dans la boucle de manière hebdomadaire, quoi. Exactement. C'est la personne à convaincre en premier lieu, parce que comme tu dis, c'est quelqu'un du métier et qui doit soutenir les initiatives et donc qui doit avoir compris l'intérêt d'avoir une bonne qualité, d'avoir des bons process, etc., etc. En général, on commence par là. On commence par essayer de trouver ces data owners. Après, là-dessus, pas de stress. C'est-à-dire, si en fait, on veut les appeler des business owners, des business référents, ou des ambassadeurs. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Ou alors, on les appelle rien du tout. On les appelle juste nos sponsors métiers. Et voilà. Et on s'arrête là.
Il n'y a pas besoin, je veux dire, de ramener de la complexité en voulant absolument que ça s'appelle un data owner, etc. Parfois, il faut aussi juste Oui, faire simple oui. et pragmatique, ça marche très bien. L'important, c'est la job desk sous-jacente, ou en tout cas les responsabilités associées, à savoir, c'est le référent sur un périmètre données, pardon, sur un périmètre data données pour une fonction métier. Et c'est Ouais. intéressant parce que j'avais pas pensé que c'était forcément un profil aussi senior que ce que tu évoquais. Mais l'idée là, ce que tu dis, c'est que pour que ça fonctionne, c'est d'aller chercher, je suppose, le profil le plus senior possible. Comment tu t'y prends concrètement? Donc, dans une organisation, toi, ce que tu vois le plus ou ce que tu recommandes le plus, c'est d'avoir un data owner par département métier, ou est-ce que ça va être un data owner qui représente toutes les fonctions métiers qui lui peut être à temps plein, ou justement plutôt un profil par département, mais dans ce cas-là, en fait, et comme tu le dis, c'est pas du tout un job à temps plein, en fait, c'est plus une casquette qu'on va rajouter à ces profils-là. Oui, c'est ça. En fait, pour commencer de manière assez simple, en général, c'est pas un job à temps plein, c'est peut-être un 5-10% sur en fait les personnes qui sont tes head of de département. Et du coup, tu en as un par département, par fonction. Ça, c'est le plus simple parce qu'en fait, du coup, ça permet que tes sponsors, ben, ils sont calqués sur ton organisation actuelle et c'est assez facile à comprendre et à appréhender. Après, il y a des organisations qui font des choses un peu plus complexes, qui vont vraiment définir des data domaines. Et ces data domaines, ils ne sont pas forcément calqués pile poil sur l'organisation. Et là, du coup, on peut avoir des petites variantes du genre, en fait, j'ai peut-être un head of opération ou logistique. Par contre, j'ai une autre personne qui est data owner de la donnée produit. Et là, en fait, t'as pas, parce que tu n'as pas vraiment un département produit. C'est plutôt, en général, tu as un département opération, logistique, supply. Et pourtant, tu as besoin d'un responsable de cette donnée produit, de cette hiérarchie produit, parce que c'est hyper important. Donc, parfois, tu n'as pas toujours le matching. Moi, je recommande quand même, surtout pour les organisations qui commencent, prenez juste l'organisation telle qu'elle est, allez parler avec les head-off des départements et commencez par faire ce petit travail de conviction auprès d'eux et ça sera déjà très bien pour commencer, quoi. Oui. Et puis après, oui, tu fais des trade-offs, quoi. S'il y a un domaine qui est à cheval sur 2 départements, il y a une personne des 2 départements qui va peut-être s'en occuper, ou ils vont se partager C'est le ça. périmètre. Oui, Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant, parce qu'en revanche, c'est pas forcément une reco de créer tes domaines de données calqués sur ton orga. Ça, faut quand même repartir d'une page blanche et créer les domaines de la manière la plus pertinente pour un usage de gestion de données, ouais. et accepter que du coup, ça colle pas parfaitement. Ou toi, carrément, tu recommanderais, côté data gouvernance, d'avoir créé des domaines, de se dire finalement, tu fais domaine marketing, domaine finance, pour faciliter cet aspect organisationnel par la suite. Je pense que ça dépend de la maturité, de la taille de l'organisation, ouais, un peu de la culture aussi. En général, les grands groupes ou parfois des entreprises un peu moins matures, c'est quand même plus simple de partir de De l'orga, l'organisation parce qu'en fait, dans un premier temps, ils ont déjà du mal à conceptualiser ce que c'est qu'un data domaine. Donc, en général, j'y vais cool et je leur dis, bah, on va déjà aller prendre l'organisation comme elle est et le head of marketing, on va lui attribuer les données marketing et on va pas appeler le domaine changer ou le le nom. truc autrement, on va pas, Oui, voilà. c'est plus simple pour tout le monde. En fait, c'est plus simple pour l'orga, et puis c'est aussi plus simple pour, du coup, peut-être, s'il y a quelque chose de budgétaire à gérer, parce que le Voilà, parce que projet, tu as il est ça dédié à aussi, un département. il faudra bien à un moment Pour donné penser à ça. l'adoption par Ouais, la suite, enfin, du coup, ouais, c'est quand même ouais. plus simple. Et en revanche, côté data steward, maintenant, si on prend un peu à l'autre bout du spectre, donc là, c'est plutôt le profil presque, je le simplifie souvent en disant c'est un peu le chef de projet spécialisé data gouvernance qui est plutôt rattaché à l'équipe data. Comment ça se passe? Est-ce que tu as de plus en plus dans les organisations de profils qui sont à temps plein sur cette fonction, ou est-ce que, idem, ça reste quand même en général d'autres profils qui étaient déjà dans l'équipe data qui vont mettre cette casquette? Donc là, pareil, tu peux imaginer un peu une espèce de transition. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au début, on voyait beaucoup, comme tu dis, des temps pleins, des ouvertures de postes pour être data steward. Et souvent, c'était des gens qui étaient en responsabilité sur un périmètre très proche de la partie data platform, data lake, quoi. Et du coup, on avait ces jobs-là. Aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de passer un peu la main au métier, de le responsabiliser davantage et de se dire, en fait, j'ai peut-être des data ing, etc., ops, qui vont faire le travail sur mon warehouse. Et par contre, j'ai besoin effectivement d'avoir des personnes qui vont venir m'expliquer les règles métiers, définir la qualité de données dont ils ont besoin. Et ces personnes-là, elles sont côté métier.
Et donc là, du coup, tu arrives à faire en sorte que tes data stewards, ce soient des personnes côté métier Ah, ok. qui, du coup, prennent en fait cette casquette en plus. Et là, pareil, on va être dans quelque chose de se dire, OK, c'est peut-être 20-30% de son temps qui est dédié à cette partie stewardship, quoi. Et donc là, en fait, c'est en termes de responsabilité de l'initiative, où c'est cohérent aussi de l'avoir côté métier, parce que comme ça veut vraiment dire que c'est le métier qui prend la responsabilité finalement de ces initiatives-là, de data gouvernance finalement. Donc ça va être autour de la qualité, de la documentation de la donnée, etc., de s'assurer que tout est bien mis en place pour qu'ensuite Ouais. ce même département puisse utiliser sa donnée. Mais en revanche, en termes de profil, on reste quand même sur des profils data, pas forcément techniques, mais data. Donc ça sous-entend que le département métier recrute son propre profil data ou qu'il ait fait monter en compétence un profil métier. Souvent, c'est plutôt ça qui va se passer. Oui. Les meilleurs data stewards, alors sans forcément pointer du doigt ceux qui venaient pas de la data, mais Oui. est-ce que ça va plutôt quand même être des profils qui avaient un background plus data ou pas forcément en fait? Alors moi, ce que je vois qui fonctionne assez bien, c'est, tu sais, dans les fonctions métiers, on voit de plus en plus des rôles comme business analyst qui, justement, sont là pour cruncher la donnée et en même temps, ils ont cette compréhension vraiment métier de la fonction dans laquelle ils sont. Eux, pour moi, c'est les meilleurs data stewards parce qu'en fait, ils ont et la connaissance métier et déjà une dimension, comme tu dis, un peu un socle de compétences sur la partie manipulation de la donnée. Tout à fait. Donc en fait, c'est nickel. Non seulement parfois les business analysts, ils sont même compétents sur du SQL et un petit peu de Python. Donc en plus, ça peut être des profils techniques. Et même quand ils ne le sont pas et qui sont, on va dire, purement sur du Excel, en fait, pour moi, quelqu'un qui est très bon sur Excel, il comprend quand même très bien les enjeux data, il comprend les enjeux de schéma de données, il comprend très bien l'usage Ouais. de la donnée et il est parfait pour, entre guillemets, aller interagir avec des équipes data sur le besoin. Après, bien entendu, il va falloir qu'ils comprennent les contraintes côté équipe data sur Voilà. comment tu mets à disposition de la donnée lorsqu'on n'est plus sur du Excel et qu'on est sur de la base de données. Mais, Oui. mais c'est vrai que c'est des profils parfaits. Pour moi, c'est des profils qui sont très analytiques, en fait. Donc, enfin, voilà, tu vois, la data n'a pas démarré avec seulement uniquement avec l'aspect technique de base de données, quoi. Exactement. Excellent. Je te propose qu'on passe à la suite. Donc ça, c'était un peu le premier volet. Après, ce qu'on s'était dit dans le cadre de cette série, donc là, je repars comme ça, on aura du feedback à la fin aussi sur la structure, c'était qu'après un petit sujet orienté masterclass, l'idée, c'était plutôt de partir sur un sujet tendance. Parce que Charlotte, pour ceux qui ne la suivent pas encore sur LinkedIn, est un radar sur les sujets data gouvernance. Tu as tout le temps des articles que tu partages sur les tendances importantes dans le monde de la data gouv, parfois qui viennent des US ou parfois non. Et là, pour rester dans le même thème, on s'était dit qu'on pouvait parler des nouveaux postes et des nouveaux rôles que tu as pu voir émerger. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. Il y a beaucoup de rôles, comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des confusions. Et au-delà de ça, effectivement, je pense qu'il y a un peu des tendances qui apparaissent. Donc, on parlait data owner, data steward, et notamment le data steward qui va avoir la partie métier de cette mise en qualité de la donnée, qui va venir du coup de l'équipe data. Et côté équipe data, je trouve que ce qu'on voit pas mal, c'est cette structuration avec des data product managers, puisque finalement, petit à petit, on s'est rendu compte que tout est data product, un peu. C'est-à-dire, un tableau de bord, c'est un data product dans lequel peut-être je vais avoir un modèle de machine learning qui tourne derrière. C'est un data product. On peut trouver plein d'exemples. Une application métier qui a été créée par l'équipe data, c'est aussi un data product. On peut même avoir un dataset certifié. Ça peut aussi être considéré comme un data product. Donc en fait, on a vraiment cette tendance-là qui a fait émerger, je pense, ce rôle de data product manager qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'on a fait un épisode aussi avec Kering sur la mise en place de leur approche data gouvernance. Oui. Et eux, ils ont vraiment suivi un peu le playbook data mesh. Et donc, justement, je lui demandais dans l'épisode à Yannick, qui était le head of data gouvernance, ce qu'était un data product chez eux. Et lui, il me disait typiquement, chez nous, la définition qu'on a actée, justement, même pour simplifier, c'était de dire c'est une métrique avec sa requête SQL associée, la manière dont le modèle est construit dans le warehouse, etc., etc., avec tout ce qui va avec. Mais en revanche, eux, ils avaient isolé, donc c'était même pas un tableau de bord, pour être sûr que sur la nomenclature, ça soit clair, tu vois. Mais bref, ça m'a fait penser à ça. Mais oui, tu as raison, c'est clairement cette tendance data mesh, je pense, qui a fait émerger un peu ces nouveaux rôles-là. Et après, une autre tendance que je voulais te partager, c'est il y a des outils nouveaux, il y a aussi des outils qui sont existants sur le marché depuis longtemps et qui rajoutent un peu des fonctionnalités AI. Donc tout ce qui est data catalog, data quality tools. Je sais que tu as invité Castor il n'y a pas très longtemps. Voilà, très bon exemple. Et du coup, en fait, avec ces outils-là,
il faut les intégrer, il faut qu'ils soient bien adoptés en interne, etc. Et il y a des dimensions supplémentaires qui apparaissent pour les entreprises. Et du coup, là, j'ai commencé à voir le rôle de Data Governance Engineer. Donc, en fait, c'est finalement un data engineer qui s'est encore un peu plus spécialisé sur des toolings, par exemple, data governance, quoi. On reviendra juste après sur le Data Governance Engineer. Ça m'intéresse. Et en plus, je voulais aussi avoir ton avis sur l'épisode avec Castor. Donc, tu m'envoies une belle perche. Peut-être juste avant, pour clôturer le sujet sur cette partie Data PM, je suis curieux de savoir, toi, ce que tu recommandes, si tu as une conviction là-dessus, ou même juste ce que tu vois sur le marché. Comment justement se découpe un peu la diff entre un data steward et un data product manager sur le marché, notamment lorsque le data product manager va, entre guillemets, s'occuper un peu de s'assurer que la donnée est considérée comme un produit. Oui. Parce que c'est vrai que ça se recoupe beaucoup comme job. Oui, tu as raison, c'est intéressant de mentionner ça parce que là, je pense que aussi il faut réussir à être assez clair dans les attentes de ces data PM sur les sujets data gouvernance. Et ce qui est génial, c'est que souvent, les data PM, ils sont amenés en fait à définir des niveaux de qualité pour la donnée qui est dans leur data product, de comment les gens vont l'utiliser. Ils doivent documenter parce que finalement, ils doivent servir des utilisateurs finaux. Donc en fait, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive complètement à intégrer la data gouvernance dans ces rôles-là et dans les process de delivery des data products. Donc ça, c'est top. Et en fait, si on arrive à faire ça, je suis un peu d'accord avec toi. En fait, plutôt que ramener de la confusion, finalement, le data steward, il a peut-être plus trop lieu d'être puisque du coup, c'est déjà encapsulé dans le data PM. Le data PM, il a peut-être des key users en face qui sont peut-être un peu similaires, entre guillemets, à des data stewards, dans le sens où ils vont remonter les besoins métiers, mais c'est pas vraiment, c'est même pas du data stewardship. Pour moi, c'est juste de la remontée de besoins métiers. Donc, en fait, potentiellement, il y a possibilité de simplifier un peu et de se dire, les data PM vont porter une partie du framework de data gouvernance et vont l'opérationnaliser en fait. C'est vrai que ça soulève pas mal de confusion. En même temps, c'est un sujet qui est, Oui. qui est complexe. Mais tu as soit le data PM qui, entre guillemets, est plutôt spécialisé sur des applications data. Donc, on va être sur du tableau de bord, des applications IA. Et donc là, j'ai l'impression que potentiellement, lui, il va intégrer, bien sûr, il va vouloir que la donnée qu'il utilise soit qualitative, il va vouloir que la donnée qu'il utilise soit facile à trouver, etc. Mais il est vraiment utilisateur, entre guillemets, un peu d'un certain nombre de bienfaits de la data gouvernance. Oui. Donc là, ça peut être logique d'avoir deux rôles, j'ai l'impression, parce que lui, on va dire, les tables de données qu'il utilise, ce PM Data-là, avec toute son équipe, bien sûr, il a besoin qu'elles soient bien gouvernées, et lui, il n'a pas exactement l'objectif de s'occuper que ces tables soient gouvernées. Donc on peut voir vraiment deux objectifs distincts. En revanche, moi, là où je trouve que c'est particulièrement confusant, c'est qu'en fait, le data PM, il n'est pas sur des applications, mais qu'il est sur des tables. Et en fait, tu as des data PM qui mettent à disposition de la donnée. Ça s'appelle aussi data PM dans certaines boîtes. Oui. Et là, du coup, je me dis, si tu mets un autre data steward à côté, je comprends pas comment ils se partagent le taf. Pour moi, ils font le même boulot. Parce que, du coup, tu es bien d'accord là-dessus, c'est que c'est aussi dans la job desk d'un data steward de mettre la donnée à disposition avec cette approche produit. Il a ses utilisateurs qui sont par exemple les autres PM data qui vont l'utiliser dans les tableaux de bord. Et en plus, pour faire ça parfaitement, bien sûr, il faut que la donnée elle soit qualitative, il faut qu'elle soit disponible dans un catalogue, il faut qu'elle soit gouvernée, etc. etc. Ou non, toi, même à ce niveau-là, tu vois deux rôles différents potentiellement. En fait, ce que j'ai surtout vu, c'est en fonction de la maturité, encore une fois. C'est-à-dire une entreprise qui est moins mature, elle n'a pas potentiellement encore cette approche produit. Et donc, tu es sur quelque chose d'assez classique qu'on évoquait au début. J'ai des data stewards, j'ai des data owners, je commence à structurer mes domaines. Mais en fait, je n'ai pas encore mis en place une approche produit dans mon domaine. Une fois que tu l'as fait, en fait, potentiellement, ton data steward est devenu data PM. Enfin, tu vois, en fait, moi, je le vois plus comme des phases qui sont liées à une maturité d'organisation plutôt que de se dire, en fait, il y a tout qui arrive en même temps. Non, c'est plutôt en fonction de la phase, on ne met pas les mêmes rôles. Tu as raison. En fait, si tu pars from scratch, que tu n'es même pas encore vraiment en train de te dire faut que je mette à disposition tel domaine de données pour tel type de cas d'usage, mais que tu es plutôt, pour l'instant, on a soit carrément, on n'a pas de données quasiment qualitatives, entre guillemets, parce qu'il y a toujours de la donnée, mais on n'a pas de données qualitatives. C'est ça. En fait, le premier chantier, c'est déjà sur un centre de domaine, il faut juste commencer à lancer les chantiers et tout. Et donc là, en fait, en utilisant le terme data steward aussi, tu montres qu'on est plutôt sur un objectif de gouvernance
et même pas encore vraiment sur un objectif de mettre à disposition des data products. Ok, Oui, mais ça peut être juste une question de maturité, quoi. Et donc, effectivement, tu n'aurais pas forcément les deux en parallèle, en revanche, quoi, en même temps, potentiellement. Bref, après ça, c'est un débat. Dites-nous, je l'ai vu une fois et c'était assez compliqué pour les gens de comprendre au final qui c'est fait ça. quoi. Puis après, Donc tu c'est pour perds en ça que je ne le recommanderais responsabilisation. pas. Tu perds en responsabilisation. Au bout d'un moment, si tu as l'impression d'avoir le même objectif. C'est ça. Mais super intéressant. Curieux peut-être que vous nous dites dans l'audience si on a des Ouais. experts data gouv qui ont bien foncé ce sujet ou si vous avez d'autres visions du marché, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. On sera curieux avec Charlotte. Et donc maintenant, on passe au deuxième élément, la deuxième tendance dont tu me parlais, qui est plutôt le profil donc Data Governance Engineer. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça, tu le vois arriver d'où d'ailleurs? C'est des US, que les US sont plus matures aussi que l'Europe sur ce sujet Data Governance, de manière générale? Oui, c'est plutôt les US et moi, c'est un client, mais en fait, je suis en train de me dire que tu as raison, c'est un client dont le siège est aux États-Unis. Donc, je pense qu'effectivement, Ok. c'est un signe qui m'en a parlé. Et tout naturellement, il me dit Ah, tu peux me repartager, j'ai une job desk que je suis en train d'ouvrir pour un data governance engineer. Il me dit ça comme si c'était naturel et comme Business s'il n'y as avait usual. rien de nouveau là-dedans. Ouais. Et là, j'ai tilté, j'ai dit Mais ok, d'accord, là, il y a quelque chose. Et du coup, c'est comme ça que je lui ai demandé ben, finalement, qu'est-ce que tu as voulu dire avec cette job desk? Quelles sont les compétences? Quelles sont les tâches que tu assignerais à cette personne-là? Et donc toi, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est plutôt un profil qui serait un data engineer, peut-être à la base, en tout cas, il y a engineer dans le terme, Oui, non, et clairement, qui oui. serait spécialisé plutôt sur des aspects techniques, mais en lien avec les objectifs de data governance, donc implémentation peut-être d'un data catalogue sur les aspects techniques que ça va C'est ça. comporter, tout ce qui va être mis en qualité, aussi tu as des outils data quality. Ouais. Ça fait sens, hein, parce que c'est souvent des sujets techniques, et pour avoir déjà bossé sur des sujets de data governance, où parfois tu es un peu téléporté, où tu es juste une équipe, entre guillemets, de profils plutôt pas ingénieur comme moi j'étais, donc plutôt PM data, tu vois. Ouais. Et où tu te retrouves sur un sujet où il y a quand même des éléments techniques et où tu es un peu perdu. Et jusque-là, c'était compliqué parce qu'en revanche, c'était difficile parfois d'embarquer des profils techniques parce que les sujets n'étaient pas encore peut-être assez sexy d'un point de vue technique pour que tu aies beaucoup de data eng qui ont envie de faire ça. Donc ça, c'est intéressant parce que peut-être que là, justement, on est en train de changer de paradigme là-dessus. Et justement, ça fait lien avec l'épisode de Castor Doc dont tu parlais. Donc c'est l'épisode 158 pour ceux que ça intéresse. C'était vachement intéressant et justement, je voulais ton avis là-dessus. Et ce qui m'a expliqué, Tristan, le CEO de Castor Doc, hein, c'est que initialement, eux, c'était un data catalogue, donc leur premier positionnement, on va dire, donc qui permettait de documenter la donnée, etc., avec une barre de search pour que des profils soit techniques, soit plutôt métiers trouvent la donnée facilement, la comprennent et puissent l'utiliser. Parce que là, tout va bien. Mais que là, le gros changement de marché qui est en train de se passer, c'était que depuis les Gen AI, ils se sont rendus compte qu'en fait, le data catalogue était un peu une étape indispensable et cruciale pour réussir à atteindre ce qu'il appelle le self-service analytics, donc c'est-à-dire un peu le text-to-insight dont on parle souvent, c'est-à-dire en langage naturel dans un chat type chat GPT, Oui. je tape est-ce que je pourrais avoir telle donnée, telle donnée, telle donnée, et maintenant il m'envoie directement les datas, il m'envoie directement les chiffres que je cherche, voire demain ça va même plus loin, mais il te fait les graphes, etc. Bon, ça c'est une autre brique. Mais juste, il expliquait qu'en fait, avec des data catalogues bien construits, et demain, on va pouvoir atteindre cet objectif qui semblait être encore une chimère il n'y a pas si longtemps, Ouais. du text-to-insight qui fonctionne à l'échelle, parce que bon, tu vois toujours une petite démo où ça marche sur un ordi, mais genre dans une organisation, etc. Et c'est marrant parce que d'un coup, je me suis dit, waouh, ça rend le sujet du data catalogue beaucoup plus sexy, parce que c'était quand même un sujet que tu te trimballais un peu, tu vois, genre... Quand tu savais que tu allais bosser sur l'implémentation de data catalogue, tu sautais pas toujours de joie parce que tu sais, c'est C'est clair. laborieux, le glossaire, le dictionnaire et tout. Et là, d'un coup, on est en train de se dire, c'est en train de devenir le sujet le plus important de l'objectif que toutes les boîtes sont en train de mettre sur leur feuille de route du Ouais. text to insight. Je sais pas ce que tu en as pensé de ce sujet ou si tu l'as perçu de la même manière. Si, complètement, et je pense que c'est hyper malin parce que finalement, documenter, les assets, avoir les métadonnées et cetera. Bon, comme tu dis, on saute pas de joie, c'est rébarbatif. Bah, ouais, parce qu'en fait, si on regarde, l'autre bout, c'est quoi, l'objectif ultime? Et l'objectif ultime, comme tu dis, c'est de demain, aller, poser une question, quelles sont, mes 10 meilleures ventes, du mois passé? Enfin voilà, et qu'on ait, directement, des réponses, qui sortent. Et pour avoir ces réponses, bah, Le on a LLM, il besoin a besoin de cette documentation. bah Moi, oui, c'est là que j'avais il a pas besoin ouais. tilté, quoi.
Il a besoin de ça. Et je crois que la dernière fois, je t'avais dit, oui, je serais curieuse de savoir quand est-ce que les data catalogues vont pouvoir s'entraîner sur les documentations et les patrimoines existants. Les Et LLM, tu ça veux va dire, être, ouais. oui, Parce que tu as des data catalogues, mais les LLM, ouais. et ça va être le cas parce que là, ils commencent effectivement à avoir des intégrations natives avec Notion et Confluence, qui sont clairement les lieux de documentation de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, tu vois, si tu pousses le sujet, tu dis, bon, bah maintenant, le sujet, entre guillemets, le plus important sur la feuille de route, qui reste innovant, mais qui est quand même, je pense, vraiment poussé par toutes les directions data, etc., c'est ce sujet Text to Insight. Hein. Si, effectivement, ce lien commence à être validé, et il a l'air de l'être, que, bah, en fait, si tu n'as pas une documentation aux oignons, tes métadonnées, tes trucs, etc., sur ton patrimoine de données, tu n'y arriveras pas. Et voire même, du coup, ton LLM sera moins pertinent, parce que là, on parle juste de text to insight, mais tu peux imaginer aussi, il sera moins pertinent de manière générale pour comprendre ton business. Enfin, ça peut aller plus loin aussi, je pense, que juste sortir quelques chiffres, tu vois, si on pousse long terme. Bah, ça va remettre ce sujet, grosso modo, du data catalogue et de la data gouv encore plus sur la feuille de route. Et donc, je trouve ça complètement cohérent que du coup, tu aies des rôles qui émergent là-dessus, parce qu'en plus, ça le rend plus technique. Hein. Effectivement, on n'était pas entré dans le détail dans l'épisode, mais du coup, pour que le lien soit bien fait, il faut aussi comprendre comment ça doit être documenté pour que le LLM le comprenne bien. Enfin, même si on va être outillé pour ça, ça va être des sujets qui peuvent être assez techniques et où tu vas devoir avoir des compétences qui sont peut-être à la croisée entre la data gouv, les sujets IA génératifs. Donc, c'est intéressant. Et peut-être pour rebondir là-dessus, toi, quelle serait ta reco là, à court terme? Tu es un data leader, head of data governance. Est-ce que tu dois commencer à écrire ta job desk pour recruter un data gouv engineer? Qu'est-ce que tu recommandes de faire? Ouais, il faut pas tomber dans l'urgence du truc. Vite, 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 j'en ai besoin d'un. Je pense que il y a différents critères en fait pour se poser la question de est-ce qu'on en a besoin d'un maintenant ou est-ce que ça peut attendre un peu. Si vous êtes encore dans la phase en fait de clarification du framework, de gouvernance, structuration des domaines, il n'y a peut-être pas besoin tout de suite. Par contre, si vous avez déjà voilà, des premiers outils ou si vous êtes en phase d'appel d'offres, que vous commencez à vouloir intégrer des choses parce que vous avez un bon niveau de maturité, ça peut être intéressant. Après, ce n'est pas forcément non plus que des recrutements, parce que comme on le disait, en fait, un data ing peut faire le choix, en rajoutant quelques connaissances bien ciblées, de se tourner vers ce rôle-là. Et donc, du coup, il suffirait finalement peut-être en interne d'avoir sur une équipe de data engineer, d'en avoir un qui se spécialise spécifiquement pour répondre à ces enjeux-là. Et ça peut faire le job, quoi. Le data engineer passionné par la data quality, la data gouv et les enjeux de gouvernance. Ça va être la denrée rare de 2025. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais rédigé une édition de newsletter sur le sujet du data gouv engineer, donc on pourra la mettre en description pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, on s'était dit que ce serait cool que tu partages peut-être une ressource ou une news qui t'a particulièrement interpellé de ces dernières semaines. Oui, j'ai trouvé un article assez intéressant. Je crois que c'est Ben Stencil. Ouais, Ben Stencil. Ben Stencil. Ouais. Il a écrit un article qui s'appelle « Is Excel Immortal ?» Est-ce que Excel est immortel? Et ça a beaucoup attiré mon attention parce que je me suis dit, c'est une bonne question. Et en fait, au début de l'article, il dit « Ok, si vous deviez avoir des talents de visionnaire sur une liste de 10 outils de notre quotidien, enfin, il prend des outils, mais pas que, il prend même des iPhones, ChatGPT, etc. Et dans la liste, il met Excel. À votre avis, en 2075, lesquels n'existent plus dans cette liste? Et clairement, il a raison, moi, j'aurais pas rayé de la liste Excel. Ouais, c'est clair. Mais je l'ai lu, l'article, du coup, que tu me l'as envoyé, il est excellent. Effectivement, Ben Stencil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je crois, le cofondateur d'une boîte d'analytics à la base, mais qui est à moitié écrivain à côté. Enfin, il écrit super bien, donc il fait des articles de blog de fond sur plein de sujets, donc qui sont vachement intéressants. Je mettrai son blog en description et cet article plus spécifiquement. Et souvent, il se pose des questions comme ça un peu rigolotes. Et lui, il avait justement un outil de dashboarding, de tableau de bord, c'est Mode Analytics. Je crois qu'il a vendu à ShotSpot d'ailleurs. C'est un peu ça son questionnement, c'est de se dire en fait, lui, ça fait des années qu'il essaie de créer quelque chose qui va remplacer Excel. Finalement, c'est un peu ça son parti pris. Oui. Et à chaque fois, il finit par arriver. Ça, c'est un passage de l'article que j'ai adoré. Parce que je me suis vraiment revu dans cette situation, même si moi je développe pas un produit, mais il arrive devant ses utilisateurs data, qu'il a fait un tableau de bord, etc. Et il dit ouais, là t'as vu le tableau de bord et tout, et il a fait un tableau de bord avec plein de graphes, etc. Et il dit ça te dit de le tester pour voir, de montrer un peu comment tu l'utilises.
Et là, il me dit, le mec, il prend le tableau de bord, il scrolle, il passe tous les graphes et tout, il regarde pas du tout toutes les vises, et il va Ouais. direct sur extraire tout Excel. Et Export. après, il lui dit, mais ça t'intéresse pas tous les graphes et tout? Il fait, non, moi je voulais vraiment récupérer Excel. Ah, ok, d'accord, et pourquoi tu veux absolument récupérer Excel? Bah, comme ça, je peux faire tous mes graphes et mes visualisations. Et là, il est je comprends. Et ouais, ça m'a fait taper des barres. Et c'est Ouais. vrai que, ouais, on a beau, plein de gens ont beau le critiquer, dire, ouais, c'est statique, tu t'envoies des versions qui sont pas à jour, alors que t'as un tableau de bord, c'est automatique et tout, mais à la fin, la plupart, quand même, encore des parts de marché analytiques dans les entreprises, c'est-à-dire sur Ouais. comment tu pilotes ton activité au quotidien, Excel, ils sont encore bien en place. Hein. De toute façon, il y aura toujours en fait des contextes ou des organisations où en fait ça fait le taf. Donc finalement, pourquoi vouloir une Rolls-Royce alors que en fait voilà, la Peugeot elle roule encore très bien et que par rapport aux besoins du métier, ça correspond. Si on n'a pas une organisation si complexe que ça, bon finalement pour faire un peu je sais pas, une consolidation financière assez basique, Excel restera toujours le meilleur outil, quoi. Donc, mais après, c'est vrai que d'un point de vue data gouvernance, ça fait chagriner parce que notre rêve, c'est juste qu'il y ait des single source of truth, des versionning bien clairs, des process, pas de trucs qui traînent dans les placards et qui pourraient donner des problèmes de qualité à la sortie, quoi. Les gens, ils connaissent Excel depuis la nuit des temps, et puis tu as même des fonctions, tu vois, tu parles des fonctions finance et tout, là, c'est des brutes d'Excel en général, et donc les faire switcher, quand Ouais. tu as un gros niveau d'expertise sur un outil, c'est d'autant plus compliqué. Mais tu peux quand même couvrir tes enjeux de data gouvernance en recentralisant tout dans une stack data, en mettant en qualité, en s'assurant que du coup, tu es ta source of truth. Oui. Et justement, en refaisant cette extraction par du Excel après, c'est juste que c'est super frustrant, je pense, pour des profils data qui savent manipuler des outils de data de visualisation et qui se disent, mais c'est beaucoup plus puissant, etc. Mais ça ne remet pas en question tout l'aspect data engineering, data gouvernance. Oui. Ça remet juste en question l'aspect plutôt business intelligence ou manière de consommer la business intelligence. Aussi, on va pas se mentir, il y a des choses un peu politiques parfois, de présenter certains chiffres à certaines personnes et d'autres chiffres dans d'autres contextes. Et du coup, c'est vrai que Excel te permet ce spectre de flexibilité qui, en fait, parfois est nécessaire dans la vie de l'entreprise. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est pas toujours négatif, en fait, que parfois d'avoir fait un peu de manip, avoir besoin de plusieurs versions et se faire une idée sur un sujet, quoi. Donc, bon. Affaire à suivre. On Ouais. verra. On se retrouve en 2075 En 2075. Bah écoute, Charlotte, merci beaucoup d'être venue, en tout cas, nous partager à nouveau des insights sur la data gouvernance. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez un peu de ce format qu'on démarre avec Charlotte, de cette série? Est-ce que vous en voulez d'autres? Dites-nous aussi si vous avez des idées de sujets dans les commentaires. Et puis profitez-en pour vous abonner. Puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Charlotte. Merci à toi. À très vite. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.